Aspect historique. Selon les auteurs critiques, on peut faire remonter l'apparition du fantastique à différentes époques. Les premiers récits où se mêlent de façon étrange le rêve et la réalité, le surnaturel et le naturel, appartiennent au XVIIIe siècle. L'Europe connaît alors une énorme remise en question du sens de la destinée. Dans ce siècle dit des Lumières, des philosophes se moquent des plus grands tabous et remettent en question le réseau des croyances. Au sommet de ce monde judicieusement ordonné pour le bonheur des hommes se trouvait Dieu, qui veillait au bon déroulement de l'existence humaine. L'homme en était venu ainsi à croire que seul il n'était rien. Voici soudainement qu'on lui enseigne que rien n'existe s'il n'est pas d'abord vérifié et avalisé par la raison et l'esprit critique. En France, la première apparition du fantastique s'illustre donc à travers l'œuvre de Cazotte, Le Diable amoureux, qui est paru en 1772. Cet auteur peut être considéré, avec ce court roman, comme le créateur du genre. La littérature fantastique évolue dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Ce genre nouveau semble être une réaction du réalisme effréné des romans de l'époque. À la limite des XVIIIe et XIXe siècles, apparaît Frankenstein, l'œuvre de Mary Shelley. La naissance du fantastique est inséparable de celle du romantisme dans une œuvre comme celle-ci. La création et la vie du monstre sont surtout l'occasion de réflexion sur la nature humaine. Le monstre que nous connaissons si bien aujourd'hui est un être effrayant, mais surtout, il est plein de dégoût pour sa propre existence, ce qui le pousse au crime. La peur est bien présente et même l'effroi à certains moments, mais comme chez Cazotte, l'existence d'un être surnaturel est surtout l'occasion de présenter l'humanité sous un nouveau point de vue et de le remettre en question. Alors, notre auteur est Guy de Maupassant. Sa vie. Son nom complet est Henri-René Albert Guy de Maupassant. Il est écrivain d'origine française. Il est né le 5 août 1850 à Tourville-sur-Arc, en Normandie, dans un milieu bourgeois et de grande culture. Plus tard, il devient disciple de Flaubert au lycée de Rouen. Flaubert est une grande influence littéraire pour Maupassant. Puis, lors de la guerre franco-prussienne de 1870, il s'engage comme volontaire et sert dans l'artillerie. Maupassant est un personnage assez particulier puisqu'il avait une grande obsession sur les maladies graves. Il fréquentait et questionnait plusieurs médecins pour ses propres intérêts, pour ses futures œuvres et autres. La prochaine diapo montre une carte de la Normandie où le point rouge est la ville natale de l'auteur. Ses souffrances. En fin janvier 1867, mauvaise nouvelle pour Maupassant, il avait la syphilis. Son aversion naturelle pour la société ainsi que sa santé fragile le portent vers la retraite, la solitude et la méditation. C'est pour cette raison qu'il est poussé à voyager en Algérie, en Angleterre, en Italie, en Sicile et en Corse, qu'il est une destination favorite. Durant ces dernières années, il se développe en lui un besoin maladif d'être seul, un instinct de conservation maladif et fou, et une grande peur envers la mort qui sont doublées par la paranoïa. Cette paranoïa était née par le fait que sa mère était dépressive, son frère était mort fou et qu'il avait contracté la syphilis durant sa jeunesse. Ainsi, l'état physique et mental de l'écrivain français se dégrade de plus en plus et aucun remède ne pouvait l'aider dans sa souffrance malgré de nombreuses consultations. Il s'affaiblit considérablement et tente de se suicider au moins 2 fois où ses efforts ont échoué. Il est ensuite interné dans un hôpital psychiatrique et meurt de paralysie générale avant même d'avoir atteint ses 43 ans. Finalement, il meurt le 6 juillet 1893 à Paris. Allons voir maintenant les caractéristiques du récit fantastique. Premièrement, le héros est un personnage susceptible, donc capable d'éprouver le doute. Il ne comprend pas totalement ce qui est en train de se passer et cela crée une atmosphère angoissante. De plus, il éprouve des sentiments troublants et confus. Par exemple, Alice au pays de merveilles, quand elle rentre dans un monde qui lui est inconnu, elle ne comprend pas où elle se trouve et comme je l'ai mentionné tantôt, elle éprouve des sentiments troublants et confus. Et on peut voir cela dans son visage. Deuxièmement, des figures maléfiques font glisser le héros dans l'irrationnel. Ils peuvent apparaître sous différentes formes. Par exemple, les morts, donc les fantômes, les vampires, les zombies. Les diables et les dieux, comme les dieux antiques ou les divinités imaginaires. La nature, comme les animaux monstrueux, l'objet animé ou les parties du corps devenus autonomes. Ou bien les hommes, comme les mutants, les monstres, les hommes transformés. Troisièmement, l'intrusion d'éléments insolites ou surnaturels dans l'intrigue brise la sécurité du quotidien. En effet, l'œuvre fantastique fait apparaître des phénomènes ou des êtres surnaturels au cœur d'un monde connu et balisé par les connaissances scientifiques. Quatrièmement, l'intrigue se passe souvent la nuit, ce qui contribue à l'atmosphère trouble ou morbide. On peut retrouver souvent une description détaillée des lieux et du temps.
Cinquièmement, l'espace est associé à des lieux singuliers ou compliqués. Par exemple, les lieux singuliers peuvent être les châteaux de style gothique à décoration surchargée, ou les lieux compliqués comme des dalles, labyrinthes ou forêts sombres. Sixièmement, la thématique illustre la tentative de briser les oppositions entre le bien et le mal, entre la vie et la mort. Une littérature fantastique est une littérature de la souffrance, de la folie et de l'échec. Elle brise l'optimisme du siècle des Lumières. Donc maintenant, les gens considèrent la mort plus qu'ils le considéraient avant. Et la dernière caractéristique, c'est que le récit glisse dans l'imaginaire à la folie, du doute à la peur, du fantasme à la perversité. Alors, pour analyser un extrait, nous avons choisi un passage du livre Le Horla de Guy de Maupassant. En résumé, le récit est un journal intime ou une autobiographie. Dans ce journal, l'auteur rapporte ses angoisses et troubles. Au début, il sombre peu à peu dans la folie et vers la fin, il entrevoit la mort comme ultime délivrance. Et juste pour que vous le sachiez, le Horla est un être surhumain qui terrasse l'auteur chaque nuit et boit sa vie. Voici l'extrait qui est déjà complètement analysé. En tout, nous avons repéré 4 caractéristiques qui ressortent le plus et commencerons par la plus facile, donc la 4e qui est en bleu. Dans le texte, on retrouve un champ lexical de la nuit qui nous prouve que l'intrigue se passe souvent la nuit. Et voici les mots qui nous illustrent ce champ lexical. Donc, la nuit. Après ça, il y a le mot « je me couchais » et « mes sommeils épouvantables ». Et bien sûr, un homme qui dort, ce qui nous prouve que c'est la nuit. Une autre caractéristique présente est la 3e, qui est en vert. Donc, l'intrusion des éléments insolites ou surnaturels dans l'intrigue brise la sécurité du quotidien. En effet, c'est à l'aide de cette caractéristique que nous pouvons comprendre ce qui se passe avec l'auteur tout au long de l'extrait et peut-être même tout le long du récit. En résumé, un élément surnaturel s'est introduit dans le quotidien du personnage principal. Et ce surnaturel, c'est le Horla. Tout au début de l'extrait, le personnage a bu un demi-verre d'eau, mais quelques instants plus tard, il a remarqué que son verre était plein. Et cela, on peut voir ici. N'est-ce pas, c'est quand même étrange. Et je ne pense pas que les choses pareilles peuvent se passer en vraie vie. Donc cela nous prouve une autre fois que l'extrait est fantastique. Par contre, vers la fin, l'auteur nous confie ses pensées en disant qu'il y a 2 êtres qui vivent à l'intérieur de lui, ce qui est pas mal étrange, fantastique et mystérieux. Et cela on peut voir juste ici. Alors j'étais somnambule, et je vivais sans le savoir de cette double vie mystérieuse qui fait douter s'il y a 2 êtres en nous. Pour continuer, vous avez sûrement remarqué qu'il y a beaucoup de jaune dans le texte. Et la caractéristique numéro 1 se retrouve un peu partout dans l'extrait, car tout le long, notre personnage principal va douter et encore une fois douter. Et pourquoi il va douter? Parce qu'il ne comprend absolument rien de ce qui lui arrive. Et on peut voir cela dès la première phrase. Ai-je perdu la raison? De plus, dans l'extrait, il répète souvent l'expression « je ne comprends pas ». Comme ici, qui ne comprend pas. Elle était vide complètement. D'abord, je n'y compris rien. Dans le fond, il ne comprend pas. Par la suite, la phrase « puis je me redressai d'un saut pour regarder autour de moi, puis je me rassis et perdu d'étonnement et de peur devant le cristal transparent ». Cette phrase nous montre les sentiments troublants et confus de l'auteur. Et la dernière caractéristique présente est la 7e, qui est le récit glisse de l'imaginaire à la folie, du doute à la peur, du fantasme à la perversité. Selon moi, c'est très facile de mélanger cette caractéristique avec la première. Le doute est présent partout, mais il faut distinguer les émotions folles et intenses dans chaque phrase. Les passages qui se trouvent en rouge, ceux-là et celui-là, démontrent bien la folie et la peur du personnage. Et juste en lisant ces phrases, nous pouvons sentir et la peur et la folie totale que les gens normaux ne possèdent pas.
Figurez-vous un homme qui dort, qu'un assassine, et qui se réveille avec un couteau dans le poumon, et qui râle couvert de sang, et qui ne peut plus respirer, et qui va mourir, et qui ne comprend pas. Voilà. Voilà les pensées d'un être qui glisse de l'imaginaire à la folie. Et à la fin, nous pouvons remarquer la présence des phrases interrogatives qui montrent à quel point l'auteur est devenu fou et que la peur progresse de plus en plus. Voici les phrases interrogatives jusqu'ici. Donc, il ne sait pas qu'est-ce qui se passe, il s'interroge, puis il a peur. Puis, en ce qui concerne les procédés d'écriture, nous avons trouvé plusieurs phrases exclamatives et interrogatives qui démontrent la présence de l'auteur et l'intensité de ses émotions. Comme je l'ai dit, voici à la fin beaucoup de phrases exclamatives, ici, ici, et au début. Voilà, une phrase exclamative, une phrase interrogative. Puis aussi, il y a un passage où l'anaphore est utilisé plusieurs fois, comme ici. Le passage que je vous ai lu, il y a beaucoup de phrases qui, que, voilà. Puis ici, il y a le mot puis, voilà. Et comme je l'ai déjà mentionné, il y a un champ lexical de la nuit. Voilà, merci beaucoup de l'écoute.